2022, bienvenue dans cette édition du journal de la journée sur la télévision nationale congolaise. Les appels d'offres passent des 16 à 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. C'est ce que l'on peut retenir de la communication du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimboud, a affirmé que cet appel d'offres est fait en vue d'attribuer des droits des hydrocarbures conformément à la loi y afférente. Question de maximiser l'opportunité pour le pays. Pascal Séverine Katanda pour les reportages. En vue de maximiser l'opportunité pour le pays, dans le cadre de processus d'attribution de droits d'hydrocarbures, la RDC, à travers le ministère des Hydrocarbures, vient d'ajouter 11 autres blocs pétroliers sur les 16 présélectionnés et retenus par la première phase dans 3 bassins sédimentaires dont dispose le pays. Didier Boudimboud a, par un point de presse, porté à la connaissance de l'industrie pétrolière nationale et internationale la levée d'option du gouvernement de lancer l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers sur les 32 que dispose la RDC. La République démocratique du Congo, à travers le ministère des Hydrocarbures, organise des appels d'offres sur les blocs pétroliers en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures, dont le lancement est prévu le 28 juillet 2022. Le présent appel d'offres porte sur les blocs ci-après. Pour le bassin côtier, il y en a 3. C'est le bloc Yema 2, le bloc Nganzi, le bloc Matamba Makanzi 2, province du Congo central. Pour la cuvette centrale, il y en a 9. Pour le Graben Tanganyika, nous avons retenu 11 blocs. Le bloc Kalemi, le bloc Kituku Moliro, le bloc Mulula Lubanga, le bloc Kakelua Kabobo, le bloc Kabimba, le bloc Kibi Fatouma, le bloc Mpala, le bloc Moba, province de Tanganyika, le bloc Kibanga Kisoshi, le bloc Uvira, le bloc Baraka dans la province du Sud Kivu. Pour le Graben Albertine, nous avons retenu 4 blocs. Le bloc 1, le bloc 2 dans la province de Ituri, le bloc 4, le bloc 5 dans la province du Nord Kivu. Pour le bloc gazier, nous en avons retenu 3. Tous ces blocs sont dans le lac Kivu. Le bloc Makelele, le bloc Idjui, le bloc Luanjofu. Ces appels sont faits conformément au régime général du ministère des Hydrocarbures. L'on constate une baisse sensible des maladies infantiles durant la crise sanitaire due au coronavirus. En dépit de cette situation, une surveillance sanitaire reste de mise. Et pour ce faire, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a conféré avec les représentants résidents de l'UNICEF au sujet de la question de la vaccination. Doris Mosso pour les détails. Les sorts des enfants et leurs mères congolais sur la table du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, qui les a abordés avec Grand Philippe Leti, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF RDC. La surveillance de la pandémie de Covid-19 a impacté négativement sur la vaccination de routine des enfants. La disponibilité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et sa longue expérience à l'Assemblée nationale comme député sont des atouts pour aider à la prise en charge holistique de ces questions infantiles. Donc on a abordé la question du sort des enfants en ce moment. Nous sommes très préoccupés avec la vaccination de routine. À cause de Covid, les taux de vaccination ont vraiment chuté. Et donc ça voudrait dire qu'il y a des risques maintenant qui sont plus importants pour des maladies comme le rougeole. Donc ça, c'était le premier aspect. Deuxièmement, aussi, on est préoccupé par la situation à l'Est. Parce qu'il y a des civils qui se trouvent, il y a des enfants, des mères, des civils qui se trouvent parmi ces conflits. Et non seulement le Petit Nord, mais on voit bien que la situation demeure compliquée aussi dans d'autres zones de Nord Kivu, d'Ituri, de Sud Kivu. Donc on a juste souligné notre engagement pour renforcer nos programmes, et bien dans les situations de développement, et bien dans des situations un peu plus compliquées. Ces relations avec les agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF, sont une réelle aubaine pour les enfants de la République démocratique du Congo.
Poursuivons ce journal direction Bunia en Ituri où séjourne le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a organisé plusieurs séances de travail avec les fonctionnaires de l'État autour de la question de la mutation en cours que connaît l'administration publique et l'amélioration des conditions salariales des agents et cadres de l'administration. Nos envoyés spéciaux Nadine Kilocho et Moké Malouma pour les détails. La paix est un impératif pour tout le peuple congolais. Le gouvernement de la République est déterminé à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne en Ituri. Et les efforts fournis dans le cadre de l'état des sièges produisent déjà des avancées en faveur de la paix. Arrivé à Bunia, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la nation congolaise. Nous saluons ici les efforts qui sont actuellement déployés par les autorités militaires qui ont été ici mises en place pour faire revenir la paix. Parce que la paix n'est pas une option pour nous. La paix est un impératif pour le peuple congolais. Le peuple de l'Ituri doit continuer à se battre, à faire bloc derrière le président de la République pour mettre hors d'état de nuire tous ses ennemis de la paix. En dépit des efforts sécuritaires, l'État doit fonctionner. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, est à Bunia dans le cadre de sa tournée pour se saisir des problèmes de tous les fonctionnaires pour des réponses idoines. Nous devons entrer dans une nouvelle phase en ce qui concerne l'administration publique. Notre administration publique, et ce n'est un secret pour personne, va mal, partout à travers le pays. Et nous avons reçu mission du chef de l'État de la réduire, de la réformer. Eh bien, j'ai une conception de la réforme. La réforme, on ne la réussit pas en étant dans un bureau climatisé à Kinshasa. Il faut être à l'écoute des fonctionnaires et de tous les fonctionnaires où qu'ils soient. Malgré l'état de siège, le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a été accueilli par le gouverneur militaire et tout son staff. À cela s'ajoute l'effervescence de la population venue en masse à l'aéroport, les partis politiques de l'Union sacrée de la nation, ainsi que toutes les forces vives de la province de l'Ituri. La présence des autorités congolaises dans cette partie du pays redonne espoir au peuple de l'Ituri qui fait bloc derrière le chef de l'État pour la paix et la sécurité. Les concessions Lubumbashi, Kasumbalesa et Kasumbalesa Makambo et Sakina dans le Haut-Katanga ont fait l'objet de la visite du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Ces hôtes de marque a été conduit par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, un programme très impressionnant par la qualité de ses réalisations selon les ministres d'État Betty Amani et Emmanuel Commissaire ont signé ces reportages. Cette réalisation devrait être modélisée pour servir de standard à toutes les concessions routières mises en place au pays. C'est par cette phrase que le ministre d'État, ministre des Infrastructures, a résumé sa satisfaction après le parcours des ouvrages réalisés dans le cadre de la concession de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania. Conduit par son maître d'ouvrage délégué, l'agence congolaise des grands travaux, avec à sa tête son directeur général, l'ingénieur Charles Médard Ilunga, le ministre et sa suite s'engagent sur cette route réalisée par la firme chinoise CECC grâce à un financement d'une hauteur de 229 millions de dollars obtenu du concessionnaire Jiayu. La qualité de la réalisation laisse en voie au vu du respect des standards plutôt élevés. Plusieurs arrêts sont observés sur le parcours et le ministre qui s'intéresse aux moindres détails reçoit les explications des agents de la mission de contrôle de l'ACGT qui suit au quotidien le projet. C'est à Sakania où le port sec de 8000 camions de capacité d'accueil est en cours de finalisation que le ministre d'État a bouclé cette visite, saluant le management de ce projet par l'ACGT et ses ingénieurs. Le projet, dans sa phase finale, pourra accueillir jusqu'à peu près 8000 véhicules ici, ce qui va contribuer énormément à résoudre les problèmes d'engorgement que nous connaissons à Kasumbalesa. Une mention particulière pour l'entreprise parce que cette route entre Kasumbalesa et Sakania a été réalisée pratiquement en 12 mois. 150 km en 12 mois, c'est une performance qu'il faut signaler. Bien avant, le ministre d'État avait inspecté l'autre concession de la région, concession établie sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa. L'heure est à la pose de la couche de roulement qui devrait pour la première fois depuis 2015
couvrir tous les linéaires de la route. Le programme Tilégelou, expression Louba qui voudrait simplement dire, exemple, va bon train. L'état d'avancement des travaux sur l'avenue Sayo dans la commune de Ngiringiri évolue dans les conditions requises. Nos reporters ont communié avec la nature afin de s'enquérir l'effectivité de ces projets. Ces travaux de réhabilitation de l'avenue Sayo du côté Ngiringiri, longue de 1300 mètres, reprennent après 6 mois d'interruption. Entre-temps, l'exécution des 10 travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise Guangfa qui remplace ABC, Alliance des bâtisseurs congolais. Ces tronçons, une fois réhabilités, offrira l'avantage de décongestionner les avenues Kassavubu et 24 novembre dans l'esprit du programme gouvernemental connu sous la dénomination des Tilégelou. La population attend impatiemment l'achèvement des travaux. Nous saluons l'idée du gouvernement de réhabiliter l'avenue Sayo, nous les habitants d'Ngiringiri. Malheureusement, depuis que les travaux ont démarré, rien n'avance. Plus les travaux traînent, plus les caniveaux se transforment en décharges publiques. Que les autorités nous viennent en aide. Sur le plan technique, les ingénieurs trouvés sur place n'ont pas pu répondre totalement à nos préoccupations car ayant les mains liées par la procédure administrative. Néanmoins, hors caméra, ils ont affirmé qu'à la fin des travaux, la chaussée sera souple. Jusqu'à quand dureront ces travaux de construction sur ces tronçons compris entre l'avenue Kassavubu et l'avenue Ngiringiri dans la commune de Ngiringiri? La question est sur toutes les lèvres. Depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à ce jour, ça n'a pas été réhabilité cette avenue Sayo. Nous sommes trop fiers de ça. La raison pour laquelle nous remercions le président de la République aux attentes. Il a répondu aux attentes de la population. Il reste à espérer l'accélération des travaux avant le retour des Dames de la Pluie en septembre. C'est dans la jeunesse qui repose l'avenir d'une nation. Un cadre pour son encadrement s'avère indispensable. L'Institut national de la préparation professionnelle INPP a construit des centres qui vont abriter les ateliers et laboratoires pour la formation de cette tranche d'âge. Depuis Bukavu, où elle séjourne, la ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale a eu le privilège de visiter ces locaux. William Tunakov et Olivier Makessé dans ces reportages. C'est par le grand chantier de construction des bâtiments modernes de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Bagira à Bukavu au Sud Kivu, devant abriter les ateliers, laboratoires et autres salles de formation professionnelle moderne, que Claudine Doucimois Kembe a débuté lundi 18 juillet 2022 sa mission officielle à l'est du pays, dans le cadre du suivi des interventions des établissements publics placés sous sa tutelle. Après la commune de Bagira, direction le siège provincial de l'INPP Sud Kivu, situé dans la commune d'Ibanda, où la patronne de l'emploi en RDC, qui tient à résoudre tant soit peu la problématique de l'employabilité des jeunes désœuvrés en République démocratique du Congo, a eu des échanges fructueux avec la dernière promotion des jeunes formés, promotion baptisée Génération Fachi. Il est important que nous puissions nous rassurer de ce que font nos responsables partout où ils sont et les accompagner, pour ne pas les encourager. Quelles sont les difficultés pour pouvoir trouver des voies et moyens pour en sortir. Nous avons reçu la recommandation du chef de l'État en tant que ministre que chacun puisse s'investir pour participer à l'effort de guerre qui est en train de connaître notre pays. Ces jeunes récemment formés dans différents domaines tels que la mécanique auto, l'électricité, la plomberie, l'agriculture et la menuiserie, appelés soit à œuvrer dans les structures existantes, soit encore à créer leurs propres emplois, ont exprimé leurs remerciements au chef de l'État pour sa vision politique sur l'emploi des jeunes à travers cet infatigable warrior du gouvernement Samalou Kondé, appelé ici affectueusement Mamani Mama.
Autre chose à présent, renforcement des capacités du personnel de la Société congolaise des postes et des télécommunications. Les agents des services financiers ont reçu une formation en système comptable OADA révisé. Des brevets de participation leur ont été remis le mardi dernier par le directeur général de SCPT, Jean-Pierre Ndolo et Bienvenue Wenenge. La salle de réunion de la Société congolaise des postes et télécommunications a abrité cette cérémonie de remise des brevets de participation. Ce sont 36 personnes, dont 19 femmes et 17 hommes, qui ont participé à cette formation de 10 jours sur le système comptable OADA révisé. Au nombre des participants à cette formation, les nouvelles recrues. Zebo Yvon, le consultant en matière des finances qui a assuré cette formation, dit en quoi elle a consisté. La formation consistait à informer les gens et à actualiser un peu les connaissances autour de la question sur le système comptable OADA révisé. Le directeur général de la SCPT, Didier Moussete, qui a remis les certificats de participation aux agents formés, parle de l'objectif visé par cette formation. Nous changeons de paradigme à la Société congolaise des postes et télécommunications. Nous sommes devant un challenge extraordinaire, une course contre la montre, de pouvoir transformer l'entreprise sur tous les plans. Et sur le plan de la gestion, sur le plan de l'organisation, sur le plan de métier. En tout cas, énormément de choses sont en train de bouger. Il était donc nécessaire d'adapter les gens qui gèrent l'argent. Nos finances devraient aussi être adaptées aux nouvelles en tout cas, dispositions légales qui sont de la loi sur OADA révisée. Ce renforcement de capacité permet aux agents de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'essor de la Société congolaise des postes et télécommunications. Et à l'université de Kinshasa, l'heure a sonné afin d'apprendre les notions capables de gérer à bon père des familles les archives de production pour une administration adéquate et digne de ses noms. Le go de ces assises a été donné lors de l'ouverture du séminaire qui se tient sur le campus universitaire. Suivez ces reportages. Durant 2 jours, l'université de Kinshasa, sous la supervision du conseil d'administration des universités, a organisé un séminaire de formation consacré à l'archivage de documents scientifiques et académiques. À l'ouverture, les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, a rappelé l'importance et la valeur des archives que nous devons comprendre comme le sort même qui nous réconcilie avec nous-mêmes et prépare notre avenir. Il a salué la disponibilité des participants venus de Lubumbashi et d'autres coins de la RDC où est organisé les services d'archivage, y compris les invités de la Belgique et d'ailleurs. C'est d'un grand intérêt pour notre institution qui cherche d'ailleurs à bâtir de véritables archives qui sont la mémoire vivante de notre institution. Différents orateurs ont tour à tour démontré la valeur de la culture, des archives et la production de l'archivage en milieu universitaire, abordé par le professeur Judith Lemaire de la Belgique. Après les exposés, place à la visite des sites d'archivage tels que la Bibliothèque centrale, la plus grande bibliothèque subsaharienne, le musée des sciences sociales et économiques en pleine réhabilitation avec l'appui financier du comité de gestion de l'UNIKIN, la découverte de l'inscription de feu Étienne Tshisekedi Ouamulumba à son entrée à l'Alvanium a non seulement émerveillé les visiteurs, cela atteste la valeur de l'archivage qui est le seul moyen de retracer la mémoire de l'histoire. Je pense que c'est un exercice qui mérite d'être poursuivi, intensifié, multiplié, mais les archives supposent également un effort matériel. Il faut des infrastructures correctes. Le professeur Malubungi, président du conseil d'administration des universités et organisateur de ces assises, a remercié les recteurs de l'UNIKIN pour l'appui financier et matériel. Et c'est tour des provinces. La question des limites entre les provinces de l'Ituri et de Haut-Ouélé ne vont se poser. Un terrain d'entente a été trouvé. Les notables du coin ont formulé quelques propositions pour enterrer définitivement ces conflits. Reportage de nos confrères de la RTNC Ituri. La résolution du conflit de limites administratives entre les chefferies de Kalikoomi en territoire d'Aru et Logololia en territoire de Faradji dans le Haut-Ouélé. L'air est à la sensibilisation des deux peuples pour consolider les acquis de la paix. C'est le cas pour le député national Jean-Claude Draza qui revient de la région et formule certaines recommandations. Ça c'est la première des choses, mais
Deuxième phase que nous attendons maintenant, c'est la justice. Parce qu'il y a eu beaucoup de dommages causés suite à ces conflits et les auteurs sont connus. Certaines personnes ont été arrêtées du côté Haut-Touélé. Nous attendons que les gouvernements provinciaux de Haut-Touélé prennent toutes les dispositions pour que ces personnes soient jugées et sanctionnées si leur culpabilité était prouvée. Face à l'amélioration de la situation sécuritaire en Ituri, avec l'engagement de certains groupes armés de l'Ituri à cesser avec les hostilités, l'élite d'Arou appelle les réfractaires à s'aligner dans la logique de la paix, initiée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Nous, en Ituri, nous avons besoin de la paix. Moi, je pense que ça s'inscrit dans la logique du président de la République qui est à la recherche de cette paix. Mais aujourd'hui, si les miliciens eux-mêmes prennent déjà cette disposition, prennent ce courage de nous amener la paix, moi je pense que c'est à saluer. Nous devrions plutôt les accompagner, mais il faudrait que ces processus qui viennent de commencer soient sincères. Il ne faudrait pas que ça soit comme hier, on se retire bien, mais quelques temps après, on revient encore sur ce qu'on est en train de faire. Et moi je pense qu'il ne faudrait pas que ça se limite à des groupes milices, mais il faudrait que tous emboîtent le même pas. Signalons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique de pacifier l'Est de la RDC, veut voir tous les Congolais vivre en toute quiétude sur l'ensemble du pays. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est à l'honneur pendant cette semaine. Les épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022 se poursuivent dans une ambiance bon enfant. Aujourd'hui, les élèves des humanités ont présenté les examens en bonne et due forme. Quel en est l'écho dans nos provinces? Les condensés dans ces reportages. Lancement ce lundi 18 juillet de la 55e édition de l'examen d'État en République démocratique du Congo. Au Kasaï oriental, le go a été donné à l'Institut Mpokolo par le gouverneur de province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya Machabidi. C'était en présence de la vice-gouverneure de province, Julie Kalenga Kabongo, du conseil provincial de sécurité, du maire de Mbujimaï et du superviseur national venu de Kinshasa, ainsi que des différentes autorités provinciales de l'EPST. Avant de déclarer et lancer les épreuves d'État au Kasaï oriental, le gouverneur de province a prodigué des sages conseils aux candidats finalistes. Très chers finalistes, l'examen d'État est une épreuve normale, comme toutes les autres que vous avez passées dans votre parcours. Ne paniquez pas et évitez cette fâcheuse collaboration entre vous dans les salles d'examen et entre vous et le monde extérieur. Sur ce, je déclare lancer la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022. Comme partout ailleurs en RDC, dans le Sud-Bangui, les deux provinces éducationnelles de l'EPST, Sud-Bangui 1 et 2, ont observé scrupuleusement le calendrier scolaire réaménagé 2021-2022 qui prévoyait le lancement de la session ordinaire des examens d'État, 56e édition, le lundi 18 juillet 2022. À Gemena, pour le compte de l'EPST Sud-Bangui 1, où 13 167 candidats finalistes, dont 4 229 filles, prennent part à ces épreuves, selon l'IPP, Émile Kimpupo Burkina. La cérémonie était présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial de l'Intérieur, Victor Zwatela, tandis qu'à Zongo, chef-lieu de la province éducationnelle Sud-Bangui 2, c'est le maire Siazoyeke Ekembouyi qui a donné le go à ces épreuves en présence du comité provincial de l'EPST Sud-Bangui 2, dont l'inspecteur principal provincial intérimaire, Rigobert Gouquet, qui a aligné au total 7604 candidats finalistes, dont 2028 filles. Dans toutes les deux provinces éducationnelles, les représentants de l'autorité politico-administrative ont rendu leurs hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et ont par la même occasion encouragé les élèves finalistes. Aussitôt investi, le nouveau gouverneur du Haut-Touélé fait du développement de son entité administrative sa préoccupation majeure. Suivant ces reportages de nos confrères de la RTNC Haut-Touélé, nous brossons les activités du numéro 1 de leur province relative à l'inspection de sa province. 8h moins l'écart, le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Bassiene-Nong, a investi le gouvernorat de province pour d'abord ses honneurs, suivi de son installation dans son cabinet, avant de rejoindre le membre du gouvernement réuni ici dans la salle de réunion Kibali pour ce conseil de ministres. Dans sa communication, l'autorité provinciale s'emploie à mobiliser ses collaborateurs à plus de concentration en vue de la réussite de leur mission. Jean Chrysostome Bandazoa,
porte-parole intérimaire du gouvernement provincial. Le gouverneur de province a saisi l'occasion pour en appeler au sens élevé et aigu des responsabilités dans l'exercice des fonctions confiées à chacun des membres du gouvernement provincial. Monsieur le gouverneur de province a par ailleurs informé aux membres du conseil de la situation de la province qui du reste est calme en général, quand bien même marqué néanmoins par quelques cas d'insécurité en territoire de Ouacha. Il a donné des instructions, notamment la multiplication de la vigilance par la population, la mise à patrouille des services de sécurité et la mise à disposition de moyens conséquents. Ici en Espagne, le gouverneur de province a demandé au vice-gouverneur de mettre sur pied une commission de techniciens au fait d'identifier et de sélectionner les besoins réels de la province. La mission en Turquie se circonscrit dans le cadre de la participation de la province du Haut-Ouélé au forum Turquie-Afrique sur l'agriculture dont le Haut-Ouélé veut faire une promotion indubitable, a martelé le ministre provincial ayant en charge l'agriculture. Un état du lieu de la province qui permet au chef de l'exécutif de continuer son offensive contre le sous-développement de son entité, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un séjour dans la capitale congolaise, le gouverneur du Bas-Ouélé a regagné ses pénates pour travailler dans l'objectif de hisser les Bas-Ouélés à un rang supérieur pour l'épanouissement tous azimuts de ses administrés. C'est à 17h05 que le régulier SGR Aeronautica atterrit à l'aéroport Zega de Buta sous une pluie battante. Était à bord le gouverneur du Bas-Ouélé, le professeur docteur ingénieur Jean-Robert Nzanza Bombiti et son épouse Madame Mireille Lediano Nzanza. Quelles que soient les conditions météorologiques de la journée, toutes les couches sociales de la province se sont déplacées à l'aéroport pour accueillir le troisième gouverneur élu de la province. Aussitôt arrivé, Nzanza Bombiti trouve sa population, y compris tous les officiels mouillés sous la pluie, scandales de chants et de cris de joie. Devant cette foule incontenable, l'autorité provinciale a reçu les honneurs par la troupe mixte PNC FRDC sous la bénédiction de la pluie. Les partis politiques de l'Union sacrée et ceux de l'opposition, les associations de jeunes et de femmes, la société civile, la FEC et FENAPEC, les entreprises privées et publiques de l'État étaient présents à l'aéroport national de Zega. Dans son adresse à la population au stade Tata Mouzigateb de Buta, Jean-Robert Nzanza Bombiti livre la synthèse de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo avant son retour à Buta, celui de faire de Bas-Ouélé un grenier agricole comme dans le passé pour mériter sa place de la première province du pays, et a demandé à chaque citoyen de Bas-Ouélé de se mettre résolument au travail pour son développement. Notez que le gouverneur Nzanza Bombiti revient après 2 mois de séjour à Kinshasa depuis son élection au mois de mai dernier. Qui va devoir faire leur fierté et abriter des services liés à l'administration. Le gouverneur du Nord Kivu a été inspecter les nouveaux bâtiments qui fera désormais l'endroit par excellence pour l'administration des Magina. Suivez ces reportages. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous la conduite de Ndima Kanga, vient de doter la commune rurale d'un beau bureau administratif. Les conseillers principaux David Kamoura, chargé de la reconstruction, et Yang Maten et Dani, de l'administration du territoire, l'ont visité ce mardi 19 juillet 2022. Sur place, ils étaient accompagnés du 2e vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu, et du président de l'association congolaise de commissionnaires agréés en douane ACAD Nord Kivu. C'est un sentiment de joie par rapport à l'œuvre dont nous constatons la réalisation sur initiative de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il y a 2 mois, lui-même était ici. Et les travaux étaient encore à un niveau auquel je ne pouvais pas m'attendre à voir 2 mois après ce qui est réalisé. C'est vraiment un beau travail et je félicite. Il n'y a pas autre souci, autre préoccupation que de promouvoir au développement de sa province. Et pour que les administrés aient un bureau qui gère leur quotidien. Les habitants de ce coin se disent émerveillés comme c'est une première réalisation dans cette partie depuis sa création. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un bâtiment pareil, un bureau administratif.
Je dis merci au papa gouverneur pour nous construire un beau bâtiment. Voilà, fin de ce journal de Cédric Kenina réalisé par Yolande Voka et Pécho Moubenga. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute, accompagné de nos programmes. Bon après-midi chez vous.